Merci beaucoup. Bon alors Corentin, dis-moi, cette histoire de matière programmée là, moi je comprends pas bien parce que tu vois, je suis d'informatique graphique, tu sais les effets spéciaux, tout ça. Et en informatique graphique, ça fait longtemps qu'on fait des films avec des choses déformables, voire même programmées. Regarde, ça c'est Abyss, 1989, c'est quand même pas un film très récent, très bon film par ailleurs. Non, moi c'est hier soir. Impeccable. Pas fait exprès. Et regarde, là, tu vois, ça, c'est de l'eau qui se déforme et qui fait même un visage. Donc c'est de la matière programmable, je comprends pas bien ce que tu veux faire. Mais Sylvain, mais la longueur capillaire, elle est bien trop grande là. Je veux bien que ça fait un truc joli, qui a l'air sympa, mais les lois de la physique ne sont pas du tout respectées dans ce film là. Ah d'accord, bah oui, c'est un film, c'est sûr. Toi, tu veux faire des choses dans le monde réel, c'est ça? Bah oui, moi je veux de la matière synthétique qui se comporte, qui soit programmable, qui bouge d'elle-même, qui puisse nous obéir quand on lui parle, etc. Ah oui, non, c'est ambitieux quand même. Hein. Et comment on va s'y prendre exactement si on veut, voir moi c'est ce que je veux dire par la matière programmable, c'est vraiment de la matière qui nous obéit. Tu vois. D'accord, donc par exemple... donc on peut repartir peut-être de la définition de matière. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une matière? Bah oui, je sais pas, t'as des structures par exemple, ça on connaît bien, la Tour Eiffel, c'est un bon exemple. Bah, ouais, on en est loin quand même. Enfin, si on parle d'un matériau, on va dire que c'est une collection d'atomes qu'on agence les uns avec les autres, d'accord? Toi tu veux dire à petite échelle, comme ça. À petite échelle, voilà. D'accord. Toi, ce que tu me dis, c'est que la Tour Eiffel, finalement, c'est pas si différent qu'un matériau? Bah non, c'est une question d'échelle, tu vois, c'est beaucoup plus grand, mais c'est structuré aussi, c'est organisé. Finalement, ça dépend juste de à quelle distance tu la regardes. Donc, tu veux dire que quand je pense à la Tour Eiffel, elle a été programmée pour... elle a été, disons, créée pour être très haute et très légère, mais que finalement, je pourrais aussi peut-être créer des matériaux très légers, par exemple, mais au niveau, un peu en m'inspirant de comment les matériaux sont créés, peut-être? Bah, si tu pouvais les structurer comme ça, pourquoi pas? Puis tu pourrais même imaginer faire des mécanismes, peut-être. Enfin, c'est pas si simple. Donc, en fait, ce que tu suggères, c'est peut-être que si on travaillait à l'interface entre les matériaux, les structures et les machines, on pourrait peut-être aller vers quelque chose qui ressemble à de la matière programmable. Enfin, j'imagine que c'est ce que tu veux dire, mais bon, attends, prenons un exemple. La roue. Hein, la roue, bon, c'est rond, ça roule. On peut faire une pierre comme ça marchait très bien. C'était la première roue, c'était pas très confortable. Et c'était un gros bloc. Maintenant, on sait faire un peu mieux. Hein. Ok, donc tu parles de l'invention la plus vieille que l'humanité ait inventée. Et maintenant tu suggères, ok, mettons une structure. Ouais, regarde-moi à quoi ça pourrait ressembler une roue, je sais pas, une roue un peu avec de la matière compliquée. Tu vois, regarde. Ici, on sait même plus où est la forme, où est la matière. C'est quoi le matériau là? C'est compliqué parce que ça varie, il se passe des tas de choses intéressantes ici. Est-ce que tu veux dire que ce genre de roue, ça pourrait être une roue qui par exemple peut être recyclable facilement, puis se réparer facilement? Ah non, c'est que ça doit être solide ça, par exemple, t'as pas besoin de la gonfler cette roue, il n'y a pas de chambre à air. Et est-ce que ça pourrait aussi rouler tout seul, du coup? Rouler tout seul, tu veux dire un peu comme ça? Bah ouais. C'est ça que je voudrais, moi, si on parle de matière programmable, tu vois. Oui, d'accord. Tu vois, c'est pas une roue, il faut pas l'actionner faut pas l'actionner par le cardan, il faudrait que la roue bouge toute seule, qu'elle se déforme toute seule, qu'elle avance comme ça. Une roue qui roule toute seule. Bon, ok. Ouais, pourquoi pas. Moi, ça me fait penser aussi à la façon dont on marche quelque part, quand les animaux se bougent. Certains animaux, quand ils se meuvent, ils peuvent aussi... finalement, en fait, on n'avait pas inventé la roue, c'est les animaux qui l'ont vu. Ouais, finalement, c'est vrai que ça serait bien de pouvoir s'inspirer de la nature aussi. Ouais, mais j'ai un problème quand même avec ça, de s'inspirer de la nature. C'est que les animaux, les autres, par exemple, si tu penses à la structure de notre corps ou dans des plantes, ils ont une structure très fine, une architecture très compliquée, qui est faite par des processus chimiques incroyablement développés. Et on est très loin de ça quand même, d'arriver à architecturer la matière comme ça. Eh bien, figure-toi que j'ai peut-être une bonne nouvelle. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'impression 3D. Et ça fait des pièces comme ça, en fait. Ça les crée, ça les construit, couche après couche, en déposant de la matière. Ce qui fait qu'on va sculpter l'intérieur du volume. Hein, on va le voir ici, on a une structure qui est un peu particulière à l'intérieur. Et cette structure, regarde, je l'ai ici en grand. Tu vois, ça c'est juste une fabrication plus grosse de la petite pièce qui est là. Et en fait, ici, on est plein à moins de 10% par rapport au volume du cube. Et donc c'est quand même pas mal léger par rapport à la taille. Et c'est quand même très robuste, parce qu'on a fait la forme comme il faut. Alors je ne vais pas vous dire mon poids, mais je peux vous dire que c'est résistant. Et donc, ça c'est super, parce que tu peux imaginer vraiment aller modifier la manière dont tu remplis l'objet. Tu vois? Tiens, regarde. D'accord. Ça, c'est du remplissage
on dit uniforme parce que la structure, elle ne varie pas. Mais là, tu vas voir, on a une structure qui varie. Voyons voir. Ah, il faut regarder de plus près, il nous faut la caméra. Parce que là, c'est petit. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc ici, par exemple, tu as une gradation. Tu pars de quelque chose qui est finalement peu dense à quelque chose qui est de plus en plus dense. Tu vois? D'accord. Et donc, ce que tu dis, c'est que si je change la fraction volumique, la quantité de matériau Ouais. dedans, je peux aussi contrôler un peu comment ça bouge. Voilà, exactement. En fait, c'est beaucoup plus rigide là où c'est plus dense, et c'est beaucoup moins rigide là où c'est moins dense. Alors cette pièce, après, elle a un problème, c'est que quand on change d'échelle, en fait, quand on change la densité, on va avoir un saut. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on subdivise, on crée des structures de plus en plus petites. Ici, on va courber, en fait. Et donc là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus continu. Ah, je Est-ce vois. que la mets dans l'autre sens? Regarde, ouais, comme ça. D'accord, tu vois? là c'est mou, Exactement. et là c'est dur. Et donc si tu la courbes, tu auras une courbure qui est beaucoup plus continue que ce qu'on avait avec l'autre. D'accord, mais on est encore loin d'un os là quand même. Hein. Ah oui, mais attends, regarde. J'en ai une autre. Ah. Regarde celle-ci. Donc là, on va faire quelque chose qui est beaucoup plus organique. Et la raison, c'est qu'on a en fait un processus aléatoire qui génère ces mousses de manière contrôlée, ce qui fait qu'on va pouvoir changer la taille des porosités de manière très continue. Et donc ici, en désorganisant, en déstructurant un petit peu la matière, on va avoir quelque chose de beaucoup mieux, qui va respecter beaucoup mieux le champ de contrôle. Mais alors comment ça marche? Parce que c'est compliqué quand même. On met juste des trucs au hasard comme ça là? Ah non, pas tout à fait. Et en fait, ce qui est un petit peu difficile avec ces méthodes, c'est qu'on questionne un petit peu qu'est-ce qu'un objet. D'habitude, un objet, c'est du vide ou du solide. On a une séparation assez claire entre les deux. Mais là, on est en train de créer quelque chose qui varie dans l'espace, qui a un gradient de propriété, un gradient de densité. Et donc, ça va modifier un petit peu notre manière d'appréhender la forme. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Pour comprendre comment on va changer la manière de raisonner, on va regarder un petit peu comment les algorithmes optimisent des formes. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un résultat d'une méthode qui s'appelle l'optimisation topologique. La variable qu'on va donner à l'algorithme, c'est la forme à optimiser. Et puis, on va donner un problème mécanique. Donc ici, on a une force qui est représentée par la flèche, et puis on va être attaché ici, en bas à gauche. Et quand je lance l'algorithme, je vais donner une certaine quantité de matière, il va me créer une forme. Donc là, une forme au sens classique. J'ai du vide là où c'est blanc, j'ai du solide là où c'est noir, et puis il me fait une structure qui est bien rigide, bien solide. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que l'algorithme, il n'a pas envie de faire ça. Pour faire ça, on est obligé de rajouter des contraintes. Ce que l'algorithme a vraiment envie de faire, pour trouver la forme la plus rigide possible, c'est plutôt ça. Ah, du gris. Et ouais, là, le gris, on ne sait pas trop comment l'interpréter, puisque c'est ni du plein, ni du vide. Alors tu veux dire qu'en fait, le noir ici ce serait le blanc, Ouais. et plus je suis gris, et plus j'ai de la porosité dans mon... C'est ça, en fait, le noir, c'est le dense, et plus tu vas vers le blanc, et moins tu es dense. Donc une autre manière de comprendre ce résultat, c'est de considérer qu'on voit la forme de très loin, et qu'en fait, on est en train de voir la moyenne des porosités qu'il y a dans la pièce. Hein, donc là, si on zoomait dessus, on verrait des petites porosités. Alors le problème, c'est qu'elles n'existent pas, ces porosités, c'est à nous de les inventer. Et donc il faut qu'on trouve une manière de créer ces petites porosités pour qu'on puisse les fabriquer et qu'elles aient le bon comportement mécanique en moyenne. Je vois. Alors, regarde un autre exemple. Tu vois, ici, on a fait un problème de pont, et on va réinterpréter cette structure avec une de nos méthodes. Et en fait, notre méthode, elle va créer une espèce d'éponge architecturée, on appelle ça une mousse aléatoire ou stochastique. Et si vous regardez bien les petites structures ici, vous verrez qu'il y a du moins dense et du plus dense, mais il y a aussi autre chose qui se passe. On a une orientation préférée dans la structure, et donc ça crée ce qu'on appelle une anisotropie, c'est-à-dire une structure qui est plus rigide dans une direction que dans une autre. Ça permet de faire des structures qui sont encore plus rigides, donc qui utilisent encore mieux le volume de matière qu'on leur a donné, par rapport à faire des structures qui seraient isotropes, c'est-à-dire qui auraient le même comportement dans toutes les directions. Et alors ça permet de faire des choses... ah oui, pardon, juste pour insister là-dessus, là quand on prend les fenêtres qui sont colorées, ce qui est important ici, c'est que ce qui va déterminer le comportement de la structure du point de vue mécanique, c'est les statistiques à l'intérieur de ces fenêtres. C'est pas comment la structure est exactement. Et donc par exemple, si on prend les deux fenêtres ici, qui sont bleues, à l'intérieur la structure n'est pas la même entre les deux, mais elle a le même comportement en moyenne parce qu'on a les mêmes statistiques en termes de répartition de la matière, etc. Et donc c'est ça qui va être important. Et avec ça, après, on peut faire des choses comme cette plaque. Donc ça, tu vois, c'est une plaque où on a créé une anisotropie à certains endroits. Donc dans une direction, on va obtenir un C quand on l'applique. Et puis pardon, là c'était un U. Et dans l'autre direction, on va obtenir un C. C'est joli.
Mais dis-moi, Mhm. toi tu es infographiste. Ah oui, c'est exact. Infographiste, c'est jeux vidéo, dessins animés, animation, tout ça. Ah oui, tout à fait, Qu'est-ce que absolument. ça a à voir avec l'infographie, tout ça? Eh oui, en fait, tu vois, le problème quand on fait ce genre de structure, c'est qu'elles sont aléatoires. Donc comme elles sont aléatoires, elles sont très compliquées. Hein, par définition, l'aléatoire, c'est ce qu'on ne peut pas facilement décrire. Et donc du coup, si on voulait les stocker dans la mémoire de l'ordinateur, eh ben, ça prend énormément d'espace. Il faut imaginer les petites structures que je t'ai montrées là-bas, mais dans un volume comme ça. Ça fait une quantité de données qui est énorme. Et même pour les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est trop. Et même si on pouvait les stocker, c'est un gaspillage, puisque c'est des structures qui sont de nature aléatoire. C'est quand même dommage d'aller les stocker complètement. Alors ça, c'est un problème qu'on connaît bien en informatique graphique. Parce qu'en informatique graphique, figure-toi qu'on avait le problème suivant. Là, ça, c'est des recherches qui datent des années 80. C'était en 1985 que cette technique a été inventée. On savait très bien faire des jolies sphères, là, comme ça, bien lisses. Mais ça manque de détails, il n'y a pas d'aspect, il n'y a rien d'intéressant. Et donc on se demandait comment ajouter des détails. Mais à l'époque, on n'avait pas assez de mémoire, les ordinateurs n'avaient pas du tout la mémoire pour aller stocker une image. Et donc au lieu de stocker une image, les chercheurs de l'époque, ils ont eu une super idée. Ils se sont dit, ben, en fait, on peut peut-être écrire une équation, une fonction, qui va déterminer la couleur d'un point juste à partir des coordonnées du point x, y et z. Et ils ont développé tout un tas de méthodologies pour créer de telles fonctions, c'est des petits bouts de programme, et pour les rendre très efficaces, et pour contrôler non pas effectivement le comportement en un pixel, en un point donné, mais pour contrôler le comportement moyen. Par exemple, dire, en moyenne, je veux que ça ressemble à une planète. Et donc ça, c'est une méthode qui est très utilisée, par exemple, pour faire ça, ou pour faire du marbre, ou pour faire du bois, ou pour faire d'autres choses. Et donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, générer une image et générer un matériau, c'est un peu pareil? Absolument, c'est un peu pareil. Et donc nous, on a construit sur cette idée, on a développé de nouvelles méthodes pour faire ce qu'on appelle des champs oscillants. Alors tu vois, ici, on a des oscillations, ça ressemble à une vague sinusoïdale, si vous voulez. Mais on va faire varier la fréquence, c'est-à-dire l'échelle, en quelque sorte, des oscillations, en fonction d'une carte de contrôle. Cette carte de contrôle, on peut la peindre à la main, ou la faire générer par un programme. Et puis ensuite, on va générer cette oscillation. Alors là, on change l'échelle. Ici, on change la proportion. Par exemple, si on a deux matériaux, un matériau A et un matériau B. Et puis ici, on va changer l'orientation. Et avec ça, on peut faire plein de structures intéressantes. Donc je vais t'en montrer quelques-unes, je crois qu'elles sont déjà là. Je l'ai déjà piqué en fait. Et alors là, attends, voyons voir. Donc là, il y a des trucs noirs et des trucs blancs. Voilà, ça c'est des structures bimatériaux. Donc il y a un matériau flexible et un matériau rigide. Et donc en changeant, en orientant les zébrures entre les deux matériaux, alors on les voit pas par contre, je pense qu'il faut qu'on... Ah, on pardon. ouais. Pardon. Donc là. qu'on arrête le partage. Et donc là... Voilà, donc ça par exemple, c'était, on a imaginé une semelle de chaussures où on va orienter les stries, et en orientant les stries, on change la propension du matériau à se plier dans une direction ou dans une autre, et à se plier plus ou moins facilement selon l'effort qu'on fait. Alors c'est plus facile à plier quand on... Voilà. Par exemple ici, c'est plus facile dans ce sens que dans les autres. Ah, là c'est plus dur. Exactement, là c'est plus dur parce que ça résiste, et ici c'est plus flexible. Mais pourquoi j'ai besoin de deux matériaux? Je pourrais pas en avoir qu'un seul, parce que ça m'a l'air compliqué. Et si, on préférerait d'ailleurs, parce que tu vois, cette plaque, elle a un gros défaut, c'est qu'en réalité, elle est cassée à un endroit, parce que les deux matériaux, ils s'aiment pas trop, ils collent pas très bien ensemble. Ce qui fait que le matériau flexible et le matériau rigide se séparent. Donc au lieu de faire ça, eh ben, on s'est demandé si on pouvait pas utiliser le même genre de méthode, mais construire un autre type de structure. C'est joli. Hein? Alors, comment ça marche? Donc là, si j'ai... Hein? Exactement, parce que cette structure, elle est très spéciale. Elle est transverse orthotrope, tu peux peut-être montrer celui-là? Ah, c'est marrant, si je compresse, ça fait un parasol. Ouais, exactement, parce que ça fait un chips. elle veut bien se déformer le long de la tangente, mais elle ne veut pas se déformer le long des rayons. D'accord? Et c'est pour ça que quand on la compresse, eh bien, elle va se transformer en cône. Donc ça, c'est la structure de base. C'est la structure de base qu'on va orienter dans l'espace pour obtenir tout le reste. Ici, on a des croisillons, donc c'est très souple dans deux directions, mais très rigide dans l'autre direction. On dit que c'est transverse orthotrope. Hein, ça veut dire qu'il y a une direction qui est très particulière. Et ce... Oui. Mais ça, j'imagine que c'est déjà utilisé, non, dans l'industrie de l'échange. Ah non, non, pas tout à fait, parce que tu vois, c'est pas complètement évident de savoir comment les mettre en forme. Regarde, je te montre un autre exemple ici. Tu vois, attends, j'en ai un ici. Vas-y, vas-y, montre-le sous la caméra. Là, si j'appuie en bas, vous allez voir que ça va se tasser en haut. Se tasser en haut et se plier d'un seul coup. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un gripper, c'est-à-dire que ça va vouloir s'agripper en haut. Et en même temps, c'est très souple dans les autres directions. Et c'est un autre effet, c'est qu'on va déstructurer aussi les espèces de fibres qui sont créées.
pour les rendre souples et isotropes ici, alors qu'on est très anisotrope en haut. Ça marche. Ouais, tu vois, on peut attraper des choses avec. Alors oui, comment on fait pour les designer? Nous, le problème, c'est qu'on va vous donner une interface dans laquelle vous allez pouvoir peindre les directions des fibres. Là, ça fait des espèces de fibres, hein, parce que c'est comme si on avait mis des fils dans un matériau très souple. Le long des fils, ça ne veut pas se déformer, et puis en travers des fils, ça veut bien se déformer. Ça, c'est l'intuition. À partir de cette intuition, il faut peindre ces champs et espérer qu'on obtient le bon comportement. Alors, c'est pas très satisfaisant, on préférait pouvoir l'optimiser, et puis pouvoir résoudre ce qu'on appelle le problème inverse, c'est-à-dire dire je voudrais telle déformation, et automatiquement, ça nous répartit, ça nous oriente les structures, mais on ne sait pas encore faire. Parce que là, c'est un peu au petit bonheur la chance, alors? C'est ça que tu veux dire? Non, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même cette intuition, tu vois, de ça va rester rigide le long des directions, etc. Donc avec un peu d'expérience, on y arrive. Hein, regarde, on peut même faire quelque chose qui ressemble au comportement d'un genou. Tu vois, ça va se plier dans une direction. Et ici, j'ai même la version qui ressemble vraiment au genou. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va toujours plier facilement quand on appuie le... Exactement, parce qu'on a mis les structures en triangle, tu vois. Là, par contre, c'est dur. Exactement, et donc là, on a la version ici. Et donc, ça ne veut pas se plier dans les autres directions. Mais bien dans le CCI. Donc, c'est comme une articulation sans vraiment de mécanisme d'articulation. Juste avec les structures. En fait, c'est le matériau qui devient l'articulation. C'est le matériau qui devient l'articulation, exactement. Et donc tout ça, c'est fabriqué sur des imprimantes 3D à quelques centaines d'euros avec du filament qui coûte quelques dizaines d'euros. Donc il n'y a rien de difficile ou d'inaccessible en termes de fabrication des objets que je montre ici. C'est intéressant. Alors, tu me diras peut-être que tout ça, c'est pas mal, mais c'est quand même très aléatoire comme structure. C'est un peu désordonné. Tu vois ? Et donc, parfois, on aimerait avoir des structures qui sont un petit peu plus régulières. Ouais. Et donc là aussi, tu vois, on sait faire des choses. Mais attends. Dis-moi. Avant que tu ailles, j'aimerais bien quand même renouer sur le lien entre avec Ah oui, tu as raison. l'infographie. Parce que j'ai oublié de parler d'un truc important. En fait, il y a un truc, ouais. Ouais, regarde, effectivement, cette même technique qui permet de faire des oscillations, tu as raison, on peut aussi l'utiliser pour revenir vers l'informatique graphique et jouer sur l'apparence du matériau. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une plaque dans laquelle, donc qui est remplie complètement, mais on a orienté les trajectoires de déposition du matériau selon différentes directions, et ça change la manière dont la lumière se reflète le long de la surface. Alors c'est intéressant parce que c'est un problème qui est très difficile géométriquement, d'orienter les choses tout en remplissant complètement. C'est comme colorier avec un feutre, en suivant des directions, sans jamais repasser deux fois au même endroit et sans jamais déborder. C'est très difficile, donc il y a une optimisation qui est faite pour arriver à faire ça, et c'est pas parfait, mais c'est le plus dense possible. Et donc on arrive comme ça à changer l'aspect du matériau. Donc on retourne un petit peu vers l'informatique graphique comme ça. C'est vrai que ça fait... Ouais, c'est vrai que c'est joli en fait. Voilà, visuellement c'est intéressant bien que ça soit aléatoire. Et d'ailleurs tu vois ça va même être utilisé par des collègues de l'industrie du cinéma. Et donc en particulier cette technique, la même technique que celle avec laquelle on fait ces structures, elle a été utilisée dans certains plans de Star Wars 9 pour faire les patterns du sable sur le sol, pour avoir une méthode qui est efficace en mémoire et qui est facile pour les artistes à contrôler. Et donc on va comme ça avoir la même méthode qui est utilisée pour différentes choses et différents aspects de structure finalement. Eh bien, le fond. Et alors, c'est vrai que moi quand je pense aux matériaux, aux structures, j'ai très peu d'intuition là, parce que moi je pense toujours à des structures régulières que j'ai appris lorsque j'ai étudié. Est-ce qu'il y a un moyen peut-être oui, tout à fait. D'explorer un peu la frontière entre tout à fait. ce monde-là? Tu as raison, et d'ailleurs c'est raisonnable de penser en termes de structures qui se répètent, hein. C'est ce que font beaucoup de méthodes. Et donc on a aussi un peu travaillé là-dessus, hein, comme je commençais à le dire. Tu vois, ça par exemple, c'est des plaques dans lesquelles tu as ce qu'on appelle c'est des structures quasi périodiques, c'est-à-dire qu'elles vont se répéter, mais elles vont aussi, on va pouvoir changer quelle structure est utilisée à différents endroits de la plaque. Et donc ça va permettre de faire des comportements intéressants. Alors celui-là, c'est des structures un peu particulières, celles qui sont au milieu. Tu vas voir si tu tires dessus. Alors. Il va se passer un truc intéressant qui est que, en haut, en fait, ça gonfle, ça sort vers l'extérieur au lieu de rentrer vers l'intérieur, comme on aurait classiquement avec un matériau, type caoutchouteux. Alors pourquoi? C'est parce que c'est un matériau qu'on dit auxétique. Hein, s'il a ce comportement, il a un coefficient de Poisson négatif, et ce que ça veut dire, c'est que quand on tire dans un sens, dans l'autre sens,
ça s'étend vers l'extérieur au lieu de rentrer vers l'intérieur. Alors, pourquoi ça marche? Je vois des petits trucs qui tournent, là, c'est ça Ouais, parce que c'est des structures, tu vois, qui vont créer des petites rotations. Mais ça, en fait, nous, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans cette approche. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une manière de construire ces géométries et une manière de les mettre ensemble pour qu'on puisse faire des transitions dans l'espace entre ces géométries tout en ayant quelque chose comme ça, tu pourrais qui est d'un seul accrocher tenant. un matériau qui s'étend avec un matériau qui s'étend pas, par exemple. Et exactement, ou voire même, regarde, faire des variations beaucoup plus subtiles qui vont créer d'autres types de comportements. Donc là, regardez bien, entre le milieu et l'extérieur, c'est pas exactement les mêmes structures. Et donc elles n'ont pas la même propension à s'étirer dans une direction ou dans une autre. Et ça va créer un flambage hors du plan, en fait, quand on tire dessus. Donc la structure va sortir hors du plan. Voilà, exactement. La plaque, pardon, va se déformer hors du plan quand on tire à cause des variations de structure. Et donc on a toute une méthodologie pour créer des variations autant qu'on en veut. Donc là, c'est pareil. On propose une méthode, une manière de créer ces agencements spatiaux. Chaque partie a un comportement mécanique différent. Et par contre, comment utiliser ça après en pratique, c'est encore quelque chose qu'on ne sait pas complètement maîtriser. Donc nous, on fait différents exemples, en espérant inspirer d'autres travaux qui vont, eux, s'intéresser à comment les utiliser en optimisant. Ok, génial, hein. Moi, ça me fait vachement penser à ce que nous, on fait. Je ne suis pas un infographiste, hein. Moi, je fais de la physique. Enfin, je fais de la physique, je joue. Et, mais finalement, on a des choses assez similaires, tu vois. Regarde, ça, c'est une des choses, une des choses qu'on fabrique au labo. Et regarde. Il y a aussi des choses qui tournent. Et... À mon tour de torturer tes objets un petit peu. Ah oui, chacun son tour. Ça. Ah, dis donc, c'est étonnant ça. Ouais, alors, tu vois, ce qui se passe, c'est que là, attends, j'en donne un qui est encore plus joli. C'est que là, en fait, c'est un peu la même chose. Sauf que moi, j'ai du mal à réfléchir avec des formes compliquées. J'aime bien les formes simples. C'est en physique, on dit souvent on prend des vaches sphériques pour abstraire les choses. Moi, je prends des vaches carrées, on va dire. Et ce qui se passe, c'est que là, tu vois, il y a un agencement en échiquier et chaque carré est connecté par son voisin, à son voisin par son sommet. Et finalement, on voit que c'est très surprenant parce que il y a cette rotation, et puis la rotation contraire du voisin va mener à un mouvement de dilatation comme ça. Bon, en plus, ça a l'air très confortable. Oui, alors ça, tu pourrais imaginer que ça redistribue aussi la pression de façon optimale et même faire des chaussures un peu orthopédiques avec ça, peut-être, pour réduire la pression sous le pied pour des gens qui ont par exemple du diabète, pourquoi pas. Il y a aussi des choses un peu rigolotes que tu peux faire. Tu peux aussi penser à utiliser ça pour par exemple absorber des vibrations et des chocs. Alors celui-là, il est sympa parce que il y a aussi le même mécanisme, les carrés, sauf qu'il y a une transition assez abrupte entre le moment où les carrés, à partir du moment où les carrés sont tout droits, et au bout d'un moment ils vont commencer à tourner. Et là, tu vois que ça fait une réponse un peu étrange, ça fait ploup. Oui, d'ailleurs là c'est très très rigide. Et puis quand c'est déformé, là, ça devient tout mou là. Ouais, alors imagine que si tu voulais mettre ça pour absorber des vibrations, je sais pas, dans une fusée ou une voiture, l'avantage c'est que tu as une structure très rigide avant de déclencher le mécanisme, mais une fois que tu le déclenches, plouf, tu peux absorber beaucoup d'énergie, un peu comme des mousses, et donc tu pourrais combiner un peu à la fois rigidité, qui est important pour faire des objets, et à la fois absorption d'énergie. Et donc c'est super ça. Par contre, on a fait beaucoup de trucs dans différents matériaux, mais on est toujours dans les plastiques ou les caoutchoucs. Ah oui. Tu saurais faire des choses plus rigides Oui, on peut. Regarde. On peut. Regarde. Ça c'est la même chose en métal. Alors, tu ne peux pas jouer avec, par contre, c'est un peu plus ennuyeux parce qu'en métal, une fois que tu l'as détruit, ça se passe qu'une fois, quoi. Mais tu vois, c'est la même chose. Ici, tu as des polyèdres, on va dire, des octaèdres, c'est-à-dire des polyèdres à 8 faces. Et eux, ils sont aussi connectés par leur sommet. Et quand on l'écrase, il faut une grosse machine pour ça, il faut le mettre avec beaucoup de force. Et pareil, ces objets vont aussi avoir les deux propriétés qui nous intéressent. C'est-à-dire, c'est très rigide avant qu'on ait commencé à y tourner. Une fois que ça commence à tourner, paf, on peut absorber beaucoup d'énergie. Est-ce que ça, c'est la même chose que ça? C'est la même chose. C'est juste que là, il y en a beaucoup plus. Là, il y en a 20 000, je
crois, vers 1000 petits octaèdres qui sont dans la structure. Et pour ça, on utilise aussi les impressions 3D, une méthode d'impression 3D. Tu vois. Et donc, c'est un peu comme ça que ça marche. C'est pas mal, mais je comprends pas bien comment ça se déforme. C'est un peu la même chose. Alors, l'avantage de ça, de celui-là, c'est que celui que je vous avais montré avant, il peut se déformer en une fois. Mais quand on veut faire un absorbeur de choc, ça peut être intéressant de pouvoir absorber plusieurs chocs consécutifs. Et donc, là, c'était une seule fois. Et donc, donc ceux-là, ils peuvent aussi s'absorber plusieurs fois. Voilà. Et donc, ce qui se passe... Attends, absorber plusieurs fois, tu veux dire? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes, on va dire, de compression. D'accord, ouais. D'accord. Donc, si j'avais ça dans mon pare-choc, si j'écrase un piéton, ça va absorber un choc. Puis après, si j'écrase un cycliste qui va plus vite, il va absorber la deuxième couche. Voilà. Donc ça peut être un peu... ou si je mets ça dans une fusée, je vais sur Mars, je déclenche une épaisseur, une étape, et après je reviens sur la Terre, j'ai une deuxième épaisseur, on va dire. C'est un gros appareil. Et donc voilà, et donc ça c'est un peu le mécanisme. On met ça dans une guillotine parce que quand on est en 2 dimensions c'est plus difficile, mais voilà, il y a une première étape, tu vois, là, ouf, okay. Et après, deuxième étape. Attends, je sais pas faire rien. Hop là, et voilà. D'accord. Après, je sais pas si c'est une manip faite pour infographiste, mais non, on va y arriver. Il faut bien compresser de façon toute droite, tu vois. Donc attends, là, on a la première déformation. Après, la structure se reconfigure. Ah, ouais. Et là, si tu appuies tout droit, il faut bien rester tout droit. Pouf. Ah, faut bien rester tout droit. Ah oui, super. Voilà. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, ce qui se passe, c'est que d'abord les carrés sont connectés par leur sommet, et après on les compresse et ils se mettent à être compressés par leur bord. Voilà. Et dans la 3D, c'est la même chose. Tu vois, si tu montres le premier exemple, ici, ce que tu vois, c'est qu'au début, dans la première étape de compression, les octaèdres vont être connectés par leur sommet. Et si maintenant je comprime, et si on contrôle la structure comme il faut, après la première étape, les bords, les côtés de ces octaèdres vont venir les uns contre les autres. Et ensuite, dans une troisième étape, ça va être les faces qui vont revenir les uns contre les autres. Voilà. Donc on peut s'amuser, grâce à de la géométrie, à simplement, par exemple, créer des matériaux qui peuvent se déformer en plusieurs fois. D'accord ? D'accord, super. Voilà. On n'est pas obligé de faire des trucs en 2D, on peut aussi faire des choses qui sont en... Ah tiens, on peut faire ça ici. On peut aussi faire des choses avec des plaques, par exemple. C'est si on tire, si on fait la manip. Voilà, ce que vous pouvez pas voir, c'est qu'au début c'est très rigide, et puis d'un coup là, hop, ça devient extrêmement flexible. Ah, c'est bon ça. Voilà, donc ça peut éventuellement être utilisé aussi pour... par exemple, on pourrait s'amuser à faire, avec ça, on pourrait s'amuser à faire une semelle de chaussures dont l'adhérence change en fonction de la compression, par exemple. Où il y a des gens qui même utilisent ce genre de mécanisme pour faire des robots. Des robots, par exemple, qui font du biomimétisme, qui imitent les serpents, les écailles des serpents qui se propagent. Voilà, donc c'est ce genre de choses, finalement, vu qu'ils changent de forme, ça s'approche d'une machine. Oui, ça s'approche d'une machine, mais enfin, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, ça fait toujours un peu la même déformation partout. Tu veux dire que ma machine est un peu ennuyeuse? Bah oui. Ok. Jusque-là, hein. Ouais. Alors, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut faire, je suis d'accord. Voilà. Donc là, c'est la machine ennuyeuse, je suis d'accord. Ah, attendez, on va regarder celui-là. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Celui-là, il se comprime, tu vois. Ouais, c'est un peu la même chose, non? C'est un peu la même chose, ouais, mais je suis d'accord que c'est ennuyeux, parce que tu vois, si tu regardes la surface, ça va sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. Mais regarde, si je te donne ça, c'est la brique élémentaire qui est utilisée ici. Et tu vois, si tu les mets, et ce qui se passe maintenant, c'est que, voilà, si tu fais comme ça, et moi je fais comme ça, tu vois que là, c'est un peu le mécanisme de brique élémentaire de base, et des rotations. Voilà. Alors, attends, fais voir, on va essayer d'animer ça. Si on fait comme ça. Voilà. Ouais, mais on voit que c'est... Et tu es d'accord, tu vois que lui, tu vois que lui, son voisin, il se déforme de façon opposée à l'autre. C'est pour ça qu'on a une espèce de texture en échiquier. C'est un peu ennuyeux, je te l'accorde. Mais maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux en tourner, changer l'orientation d'une de tes briques. Toi qui aimes bien les orientations, qui aimes bien changer les orientations. Tu veux dire comme ça, là? Bah ouais. À 90 degrés, là, comme ça? Ouais, et tu vois que les deux voisins, maintenant, c'est pas facile à voir, mais ils sortent tous les deux vers le haut. Ouais, si, on a fabriqué des choses un peu comme ça. Okay. Donc ça, c'est avant les formations et après les formations. Donc ça, c'est après les formations, là, ce que tu as.
Voilà, ça c'est après déformation. Donc ça c'est le cas. Ça c'est le cas un peu le plus ennuyeux. Mais si tu t'amuses à faire des choses un peu plus complexes, par exemple, alors on va les laisser comme ça. Je laisse comme ça. Voilà, on va les laisser comme ça, c'est pas mal. Ah, c'était bien. Peut-être qu'on va, hop là. Un petit peu le canevas. Voilà, je pense qu'on va aller. Comme vous voyez, nos manips sont très techniques. Alors, et donc là, c'était le cas de figure qu'on avait avant, tu vois, ça. Comme ça. Ça, c'est le cas un peu ennuyeux de base, le cas qui t'ennuie. Mais maintenant, si je veux faire quelque chose d'un peu plus intéressant, disons, je sais pas moi, disons que je veux tourner celui-là, par exemple. Ouais. Là, tu vas voir qu'on a un problème, on a un petit puzzle à résoudre. Parce que, par exemple, si je mets lui là, tu vois que là j'en ai 3, mais le dernier là, j'ai pas trop le choix. Par exemple, lui, tu vois, il va pas passer. Ou lui là, il va pas passer. Et donc, On dit, je sais pas, on essaye, je sais pas moi, lui là. Ah non, j'arrive pas. ça marche pas non plus. Ah. Ah. Ça c'est bon ça? Eh ben non, non, tu vois, c'est pas ça bon, marche pas c'est là. pas bon. Hein. Tiens, attends, je crois que j'ai la solution là, regarde. T'as la solution? C'est ça? Je sais pas là. Ah ouais, mais Ah, ça après va. t'as gardé la pièce qui marchait. Voilà. Donc là, tu vois qu'en fait, on a un problème un peu comme un puzzle, quoi. Ah ouais, d'accord. Ça me rappelle des trucs ça. Ah bon? Ouais, tu veux dire que tu as des contraintes là entre les bords, et puis tu peux assembler selon ces contraintes. Bah oui, c'est ça, c'est un problème de résolution de contraintes. En fait, c'est pas facile du tout. Si tu veux créer un matériau à grande échelle, c'est très difficile de faire ça. Ah non, je sais bien, Toi, j'ai une pièce à te montrer. Ah bon? Je sais juste pas où elle est ici. Ah. Alors, Attends, tu veux dire qu'en infographie, on a le même genre de problème? on a le même genre de problème. Oh là là. En fait, on essaye souvent de construire des choses. Donc ça, il faut imaginer que c'est un petit environnement de jeu vidéo. Et la manière dont il est construit, c'est qu'on a des petites briques de base, un petit morceau de tour, une petite tourelle en haut, un petit morceau d'escalier. Et c'est pareil, c'est dans une grille en 3D. Et ces morceaux, ils ont des contraintes. On peut mettre une tour au-dessus d'une tour, on peut mettre un pont à côté d'un pont, on peut mettre un bout d'escalier à côté du morceau de rambarde qui a ici le palier. Et donc, on résout un système de contraintes pour générer un petit environnement comme ça, de manière à ce que, donc on peut en générer plein au hasard bien sûr, de manière à ce qu'il soit accessible et qu'on puisse monter pour tout et visiter l'ensemble de l'environnement. C'est exactement le même genre de contraintes que ce que tu as là. Alors du coup, je vois pas bien où est la physique. Bah, je joue? Non. La physique, bah, disons que ce problème de contraintes qu'il faut arriver à mettre dans à satisfaire, on a ça à plein de niveaux de la physique. Par exemple, si on veut comprendre quelle est disons, la meilleure façon d'empiler des billes dans une boîte, c'est aussi un problème de satisfaction de contrainte. Si on veut comprendre le magnétisme de certains matériaux, ou même pourquoi, par exemple, l'eau n'a pas une entropie nulle à température nulle, c'est ce genre de choses qui sont, par exemple, en physique des matériaux, sont très analogues aux problèmes qu'on a résolus, nous. Donc tu veux dire qu'on faisait de la physique sans le savoir, quoi. Bah ouais, ou alors moi je fais de l'infographie sans le savoir, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de voir si on pourrait même mélanger ces méthodes de l'infographie et de la physique pour faire des choses, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont développé des méthodes très utiles, qui pouvaient éventuellement être facilement transférables pour les matériaux, j'imagine. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ok, alors, peut-être qu'il y a quand même un truc que je peux te montrer, c'est que finalement, on en est loin quand même de la machine, mais que cette idée d'avoir des déformations programmables, de pouvoir architecturer ou orienter ces objets comme je veux, peut permettre de faire des fonctions mécaniques simples. Donc si tu comprimes là, tu vois que... Ah oui, attends, il se passe un truc là. Attends, ça, je comprends bien, c'est le même puzzle oui, que ce qu'on a fait avant. Alors attendez, j'essaie de bien vous montrer, ouais. C'est pas facile avec la caméra. Ouais, il faut... Voilà, il faut peut-être de côté peut-être. Oui, c'est bien, il faut juste trouver l'angle pour que ça j'en J'en vois. bien montrer. Voilà, En donc fait, là, on voit une lettre là, on voit une lettre, on a un qui M. apparaît. Ouais. J'essaie de bien vous montrer ça. Voilà. C'est pas facile à la caméra, mais c'est très visible. Peut-être que vous le verrez d'ici. Voilà. Ah oui. Et puis là, je peux même te faire parce qu'en fait, ce genre de méthode, c'est très compliqué, ce genre de problème. Alors, à moins qu'on connaisse la solution du puzzle, c'est un peu comme quand on sait faire le sudoku, si on a compris l'algorithme du sudoku, c'est facile. Mais si on ne sait pas,
C'est très difficile. Et donc là, on a fait un M et un L parce qu'en fait, on a utilisé de l'apprentissage machine, du machine learning, pour aussi essayer de comprendre ce genre de problème. Voilà. Attends, Corentin, ce que je voudrais comprendre, c'est que là, le déplacement qui fait le L ou le M, c'est parce que tu as résolu un puzzle là avec ces pièces bleues? Oui. D'accord. Donc tu as résolu le puzzle qui fait que quand on presse, les petites dalles se déplacent dans un sens ou dans l'autre. Exactement. Ouais, et c'est grâce au puzzle, c'est grâce au fait qu'on ait résolu le puzzle qu'on peut créer des objets qui changent de forme. Après, je ne sais pas si le monde attend un cube qui se transforme avec un L et un M, mais au moins c'est quelque chose qu'on peut faire. Peut-être si le monde n'attend pas un M et un L, ce qu'on peut donner au monde au moins, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a donné un cube qui se transforme en smiley. Donc ça, c'est peut-être pas utile, mais au moins ça rend les gens heureux peut-être, je sais pas. Voilà, il est là. Il sourit. Comme celui de départ. Ok, je te l'accorde, il est programmé celui-là. Voilà, donc c'est peut-être un peu plus convaincant, un peu plus facile. Donc voilà. Donc là, finalement, on s'approche de quelque chose qui peut-être se comporte un peu plus comme je pourrais pas réfléchir à cet objet-là comme je réfléchis à un matériau, on va dire. On va dire la texture d'un objet, c'est pas forcément une propriété comme la rigidité à laquelle j'associe un matériau. Donc c'est vraiment, peut-être qu'on va vraiment vers une matière machine quelque part, une matière qui a des comportements complexes et qu'on peut programmer. Ouais, d'accord. Donc voilà. Super. Et tout ça, c'est très régulier quand même, là, tu es dans une grille. Ouais, c'est très. Bah oui, mais tu vois, j'ai quand même joué avec l'orientation. Tu vois, avec l'orientation de chacun des blocs pour ne pas être régulier. Voilà. Et j'ai un smiley. D'accord. Je suis content. Super, bah écoute, il y a quoi, c'est chouette. J'aimerais bien qu'on puisse faire ce que tu fais là avec nos structures à nous. Hein. Ce serait intéressant. Ouais, je pense. Il y a aussi quelque chose qui me ferait assez rêver, ce serait d'avoir pas seulement un smiley, mais deux. Par exemple, imaginez si j'ai un cube, je le comprime d'une certaine façon, il fait un smiley, et puis je le comprime d'une autre, et il fait, je sais pas moi, la tour Eiffel. Ah oui, dis donc, tu veux dire des matériaux qui réagissent différemment selon la manière dont tu appuies dessus. Oui. C'est ça? Oui. Ça serait chouette. Et en fait, la dernière chose que je peux vous montrer, c'est un peu ce qu'on peut faire avec ça. Et pour ça, la base, c'est de faire des structures un peu magiques. C'est le moment de réaliser. Moi, je vais te laisser faire celui-là. Ouais. Ça a l'air technique. Qui réagissent différemment selon la vitesse à laquelle on les écrase. Donc, si vous voyez ici, c'est une espèce de poutre. Et si je l'écrase lentement, la poutre va se défléchir dans une direction. C'est le même mécanisme qui s'est passé dans l'échantillon vert que vous avez vu ici. Okay. Où ici, chaque poutre était finalement le ligament entre chaque. Voilà. Et donc là, j'ai compressé lentement et c'est allé vers le haut. Et si maintenant je comprime rapidement, il est allé vers le bas. Et donc ça, là, tu pourrais le mettre dans tes cubes et tes mécanismes? Absolument. Regarde. Alors, on ne sait pas encore comment faire ça avec des smileys, mais on peut faire ça avec ce fameux comportement auxétique dont tu me parlais. Bon, regarde. Ça, c'est un cube que tu comprimes. C'est le même cube, et à gauche, tu le comprimes lentement, et à droite, tu le comprimes rapidement, c'est écrit. Si maintenant, il faut être patient, un peu, désolé. Si maintenant tu le comprimes lentement, tu vois que lentement, le cube va se contracter quand je le compresse, donc il va avoir un peu le même comportement que les structures que tu m'as montré. Ça. Voilà, ça va doucement. Ah non, la vidéo ne marche pas, c'est bizarre. Si, ça marchait. La patience, notamment. On y va. Ah oui, ça bouge. Encore 20 secondes. On veut tous la version rapide maintenant. Voilà, vous voyez ici que ça commence à s'effondrer. Donc ça, c'est vraiment la même chose que ce que Sylvain nous a montré au début là. Alors, si maintenant je compresse rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Hop là, ça sort. Et à droite. Voilà.
Donc si j'arrivais à architecturer la matière, un peu comme je l'ai fait avec, avec ces cubes-là, je pourrais avoir peut-être la tour Eiffel et les Osmanides. On n'en est pas encore là, mais on peut faire ça, par exemple, sur ces feuilles ici qu'on vous a montré. Et donc ici, quand on la tire lentement, elle va adopter une texture, et quand on la tire rapidement, elle va adopter une autre texture. Voilà. Et donc ce qui peut être rigolo aussi, c'est que si on tire lentement et qu'on attend, eh ben, la configuration ici rapide ne va pas rester stable, elle va vouloir repartir dans la configuration lente. Et si on fait ça, ça peut être un peu une façon de faire ça, ça peut être même d'appuyer pour la déclencher. Et on voit qu'ici il y a un mécanisme un peu de propagation d'une onde comme ça qui émerge. Alors c'est un peu bizarre parce que d'habitude une onde, il faut vraiment que ça vibre à peu près de la vitesse du son. Ici la onde elle est très très lente. Et du coup ça peut permettre même de faire du biomimétisme, c'est-à-dire que cette plante là que peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Mimosa pudica, aussi a un mécanisme un peu similaire d'onde qui se propage. Voilà. Et donc ça finalement cette plante là elle utilise ce mécanisme pour résister, pour pas se faire manger par les insectes. Et donc on peut aussi se demander, tiens, c'est une espèce de machine en fait cette plante, on peut aussi se demander si on ne peut pas l'utiliser en tant que machine. Et donc ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est essayer de jouer encore une fois, de faire bouger des objets par exemple avec. Voilà. Pas mal, écoute, je suis convaincu. Il faut qu'on explore ça plus avant. Donc finalement on est... Là on a encore un peu de travail. Mais on s'en rapproche. Le cube souris. Ouais. Aussi, je suis convaincu. Et je pense que peut-être qu'en travaillant un peu plus, même ensemble, entre les infographistes et les physiciens, on pourrait éventuellement aller vers ce genre de choses. Sauf que je crois que ce film finit mal. Alors je sais pas si c'est une bonne chose aussi, mais... Oui, le cinéma, globalement, les structures déformables, robotisées, c'est pas une bonne idée. Mais... on fera différemment. Merci. Merci.